Bienvenue de retour, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez repris des forces après cette pause café malheureusement virtuelle de notre forum franco-allemand de l'énergie. Donc, nous avons l'Europe post-Covid-19, orientation politique, économique de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Je suis Angela Ulrich, correspondante au studio RD à Berlin et également correspondante à Paris. Nous avons déjà, au cours de la première partie de notre manifestation, eu de très nombreuses interventions sur le thème du pacte vert européen, sur la transformation durable de l'industrie et des réseaux. Et à présent, nous souhaiterions discuter ensemble des étapes politiques importantes pour cette transition. Car vous savez que l'année 2020 est une année décisive. La pandémie de coronavirus a montré que lorsque l'on a ce besoin urgent d'agir, eh bien, nous sommes en mesure de prendre des mesures. Mais est-ce que cela vaut également pour la protection du climat, pour la transition énergétique? Comment procéder? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler à présent. Donc, au cours de ce premier panel, nous allons nous pencher sur ce que les acteurs politiques peuvent faire, doivent faire. Et c'est la question que je vais poser à mes intervenants français, polonais et allemands, car nous savons que nous avons peu de temps à disposition et c'est la raison pour laquelle il convient d'agir. Nous l'avons entendu au cours de ces 2 heures. Donc, défis et perspectives de la coopération en matière de politique énergétique dans le triangle de Weimar. Et honneur aux dames, Sophie Molon de Paris, qui est la directrice de l'énergie, Direction générale de l'énergie et du climat, qui s'est penchée également sur les questions nucléaires, notamment en tant que vice-directrice de l'autorité de sûreté nucléaire. Bienvenue à vous, Madame Mourlon. Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben zu dieser Diskussion. Ou alors je coupe le son de mon côté peut-être, c'est le plus simple. Wir schauen gleich noch, wie wir die technischen Un instant, s'il vous plaît, Madame Mourlon. Merci, Madame Mourlon, ce n'est pas encore votre tour. Pour parler de sujets extrêmement importants, puisqu'on parle de Frau la neutralité carbone, on parle de l'avenir climatique de l'Europe. Et comme vous l'avez souligné, ce sont des enjeux très importants. Pour ce qui est de la France, comme vous le savez certainement, nous avons fait le choix de l'objectif de la neutralité climatique en 2050. C'est un objectif qui a été fixé. Madame Bourlon, est-ce que vous m'entendez malheureusement? À travers l'ensemble de notre politique énergétique. Pour atteindre cet objectif de neutralité carbone, bien sûr, le premier axe de travail, le premier point fondamental, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est donc notre premier axe d'action, l'efficacité énergétique, la réduction des consommations qui sont indispensables pour atteindre cet objectif. Le deuxième axe, ensuite, c'est la décarbonation de l'ensemble de nos consommations énergétiques. Alors en France, si on commence par le mix électrique, nous avons bien sûr cette particularité que notre mix électrique est déjà largement décarboné grâce aux investissements qui ont été faits pendant les précédentes décennies dans l'hydroélectricité, dans notre parc de production nucléaire et dans les autres énergies renouvelables que nous développons rapidement depuis une quinzaine d'années maintenant. Ce développement nous a permis de fermer presque 10 gigawatts de production d'électricité fossile depuis 2012 et nous allons poursuivre sur cette lancée. Nous avons prévu une sortie du charbon à l'horizon 2022 et nous allons poursuivre le développement des ENR avec un objectif fixé par la loi d'atteindre 40% du mix électrique en 2030 à partir des énergies renouvelables. Nous avons également lancé une réflexion sur notre mix énergétique de plus long terme, au-delà de l'horizon 2035, puisque nous savons qu'à cet horizon, entre 2035 et 2050, nous allons devoir remplacer la quasi-totalité de nos moyens de production d'électricité actuels. Et donc, nous avons une opportunité de redessiner notre mix électrique à l'horizon 2050.
Notre priorité avec ce mix électrique largement décarboné, c'est la décarbonation des autres secteurs. Et nous avons des objectifs très importants sur le bâtiment, sur le transport et sur l'industrie. Pour la décarbonation dans le secteur du bâtiment, nous avons l'objectif de sortir progressivement de l'utilisation des combustibles fossiles. Nous avons prévu l'interdiction progressive, par exemple, du chauffage au fioul, et nous avons mis en place des mécanismes incitatifs et de soutien à la rénovation énergétique pour faire des économies d'énergie, comme je l'ai dit, et au développement de la chaleur renouvelable sous toutes ses formes dans le bâtiment. Dans le domaine du transport, nous mobilisons toute la palette des mobilités décarbonées, avec des investissements là aussi très forts pour pour décarboner le secteur des transports, et avec une palette de solutions qui est adaptée à chaque type de transport, qu'il s'agisse des voitures particulières, du transport lourd ou du transport aérien. Nous avons évidemment également un important sur la décarbonation de l'industrie, qui passe par l'électrification d'un certain nombre de procédés, mais pas uniquement, puisque certains procédés sont difficilement électrifiables et nécessiteront de mobiliser d'autres solutions de décarbonation en faisant appel, par exemple, dans certains cas, à l'hydrogène décarboné. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Et donc, nous avons mis en place des soutiens publics pour développer massivement la chaleur renouvelable et l'électrification en particulier dans l'ensemble de ces secteurs. Pour ça, nous avons, et malgré la crise, publié en avril dernier, en avril 2020, pendant le confinement qui était appliqué en France, notre programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe la trajectoire d'investissement dans le domaine de l'énergie à deux horizons, un horizon à 2023 et un horizon à 2028. Et la France, comme de nombreux pays européens, a également mis en place, pour tenir compte de la crise de la Covid-19, un plan de relance de l'économie qui a été publié à la fin du mois d'août et qui a plusieurs lignes très importantes pour amplifier toutes les actions de transition énergétique et de trajectoire vers la neutralité carbone, en investissant par exemple massivement dans le domaine de l'hydrogène. Sur l'ensemble de ces secteurs, pour conclure peut-être, je voudrais souligner l'importance de la coopération européenne. Et elle est importante pour moi sur deux plans. Le premier plan, c'est une nécessité de coordination, parce que, en particulier dans le domaine de l'électricité, nos réseaux sont très interconnectés et les choix que nous faisons dans un pays ont des répercussions sur l'ensemble de nos voisins et réciproquement. Ça veut dire que nous devons veiller collectivement à notre sécurité d'approvisionnement et veiller à ce que nos choix en termes de politique énergétique sont en synergie avec ceux de nos voisins et pas l'inverse. C'est le cas aujourd'hui et c'est évidemment indispensable de maintenir cette coordination étroite pour faire ce chemin-là tous ensemble. L'autre axe important de la coopération européenne, c'est qu'elle nous permet de démultiplier nos actions et de les amplifier lorsqu'on investit ou lorsqu'on mise ensemble, en même temps, sur des technologies ou sur des options sur nos politiques énergétiques. Cela permet de développer des filières, en particulier des filières européennes, et c'est important pour ne pas amplifier notre dépendance à l'extérieur de l'Europe. On l'a mesuré pendant la crise, l'importance de la résilience de nos systèmes énergétiques. Donc investir ensemble, ça nous permet de développer nos filières et ça nous permet de faire baisser les coûts. Je voudrais à cet égard souligner l'action énergique de la présidence allemande de l'Union européenne qui s'est faite dans des circonstances très particulières et très difficiles en ce deuxième semestre 2020. Et nous soutenons pleinement la présidence allemande, par exemple, dans leurs initiatives sur l'éolien offshore, sur l'hydrogène, de la même manière que nous soutenons les travaux sur le rehaussement de l'ambition climatique de l'Union européenne pour 2030. Voilà en introduction ce que je me proposais de partager. Merci. Danke.
Merci beaucoup, Sophie Mourlon, pour ce premier aperçu du côté français. J'aimerais maintenant encore présenter les deux autres intervenants. Ici à Berlin, je vous vois déjà, nous accueillons Madame Stéphanie von Ahlefeld, qui est responsable pour la politique énergétique et les réseaux auprès du ministère de l'économie. Elle avait organisé à la chancellerie les sommets sur l'énergie. Elle avait été conseillère pour les chrétiens démocrates au Bundestag. Elle est responsable maintenant pour la politique énergétique au ministère de l'économie. Et le troisième intervenant, un homme, nous est connecté de Pologne, Adam Guibourgé-Czetwertyński, qui est le secrétaire d'État au ministère polonais du climat, qui a organisé le sommet de Katowice en 2008. Il est un expert dans les négociations de Bruxelles sur la protection du climat. Il est représentant auprès de la représentation polonaise auprès de l'Union européenne. Bienvenue, Monsieur Czetwertyński. Et maintenant, comme Madame Mourlon avait déjà commencé à nous parler des défis de la France, la transition énergétique, qu'est-ce qui est nécessaire pour l'économie, pour l'industrie, pour la société, j'aimerais maintenant vous poser la question, Madame von Ahlefeld, comment voyez-vous cette année charnière 2020? Quels sont les défis les plus importants pour l'Allemagne? Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. C'est un grand plaisir d'être des vôtres avec mes collègues français et polonais. La coopération, notamment en Europe, me tient à cœur. Madame Mourlon l'a dit. Prenons l'exemple de l'électricité. Nous sommes tributaires les uns des autres et ces interdépendances vont s'accroître. Nous avons en fait besoin d'une approche commune pour l'Europe, pour savoir quelle sera l'orientation à prendre. Nous nous appuyons sur la présidence allemande afin de développer cette approche commune. Merci beaucoup à mes deux collègues de nous soutenir pendant cette présidence. C'est quelque chose qui nous importe et nous sommes très heureux de ce soutien. En ce qui concerne l'Allemagne, l'an dernier et pendant les premiers mois de cette année, nous avons fait des choix décisifs. Nous avons décidé de mettre en place un secteur des quotas sur les carburants dans les domaines où l'ETS ne s'applique pas. Nous avons par ailleurs mis au point un programme climat ambitieux qui comprend l'efficacité des bâtiments, les transports et les autres secteurs à haute émission. C'est là, bien sûr, un apport important pour notre plan climat national. Nous avons par ailleurs modernisé notre ordonnance sur les énergies renouvelables. Notre vision est d'avoir 65% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 pour la production d'énergie. Lorsque l'on considère les potentiels actuels en Allemagne, c'est un objectif ambitieux. C'est donc l'éolien à terre et en mer qui seront déterminants. Nous misons également sur la coopération avec nos voisins afin de pouvoir profiter d'autres potentiels, et la France et la Pologne sont parmi nos premiers interlocuteurs. Nous avons mis au point une sortie du charbon ambitieuse. C'est à l'horizon 2038 que nous souhaitons sortir complètement du charbon. Cela soulève beaucoup de questions pour les réseaux, pour la sécurité de l'approvisionnement. Nous y travaillons d'arrache-pied. Fort de notre analyse, une telle sortie du charbon est possible si tous les acteurs unissent leurs forces. La sortie du charbon intervient parallèlement à la sortie du nucléaire. C'est peut-être une différence par rapport à la France. En effet, nous avons des objectifs ambitieux dans ces deux secteurs et c'est aussi une particularité de l'Allemagne, ce parallélisme entre la sortie du nucléaire et du charbon.
Je finirai par notre stratégie nationale sur l'hydrogène. C'était là également un projet important que nous avons adopté au premier semestre de cette année. Nous avons défini des objectifs pour l'utilisation d'hydrogène en Allemagne, le développement de l'électrolyse en Allemagne, et nous constatons que c'est là un projet qui doit être abordé au plan européen. Ce n'est pas utile que chaque État à lui seul tente de mettre au point des technologies sophistiquées. C'est la coopération européenne, en fait, qui nous permettra d'aller de l'avant. J'en resterai là et je serai ensuite à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Oui, Madame von Ahlefeldt, merci beaucoup. Vous avez effleuré un certain nombre de thématiques que nous ne manquerons pas d'approfondir. Troisième intervenant, Monsieur Guibourgier-Chavinsky, qui part donc votre pays qui a une autre base de départ, mais qui souhaite également parvenir à sortir du charbon, domaine qui domine encore dans le secteur de l'énergie. Vous avez des objectifs très ambitieux. Je serais curieux de savoir quels sont les défis principaux que vous voyez. Yes, thank you. Merci beaucoup de votre invitation et merci de me donner l'occasion de vous présenter la stratégie, nos plans pour l'avenir de notre système énergétique en Pologne. Je pense que nous avons des défis communs, tant avec la France qu'avec l'Allemagne. Et nous avons bien entendu également nos spécificités. Notre objectif est le même, un horizon décarboné à l'horizon 2050. Et nous avons une situation de départ quelque peu différente. En Pologne, nous avons 80% de charbon, 40% en Allemagne et en France, quasiment plus de charbon. Donc, on voit que l'ampleur du défi est varie considérablement. Et le défi principal est la sortie du charbon en Allemagne, qui souhaite donc sortir de ces 40%. Et vous imaginez bien que chez nous, eh bien, le défi est proportionnellement plus important. Nous avons un accord préalable avec nos syndicats pour fermer les 2 dernières mines de charbon en 2049 et nous travaillons à présent au détail. Nous sommes en cours de discussion avec les syndicats polonais. Mais nous avons décidé en Pologne d'avoir une transition vers cette neutralité climatique et nous pensons qu'il est important, bien entendu, d'avoir un système énergétique à 0 émission. Et nous souhaitons nous baser essentiellement sur le développement des énergies renouvelables d'une part et sur l'utilisation également de l'énergie nucléaire pour fournir une base énergétique au système. J'ai déjà mentionné les défis auxquels nous sommes confrontés avec le charbon en Pologne. L'un des défis, c'est pour la production d'électricité, qui est une partie importante de notre bouquet énergétique, mais également la chaleur. Dans ce cas, c'est vraiment assez exceptionnel parce que 85% du charbon qui a été consommé en fait par les foyers en Europe l'est en Pologne. Donc ça vous donne également une notion de l'ampleur de cette chaleur et c'est vraiment aucun autre pays européen n'a une telle consommation de charbon par les foyers qu'en Pologne. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'au cours d'une phase de transition vers un système à 0 émission, nous pensons que le gaz a un rôle à jouer. Comme je l'ai déjà mentionné, le premier pilier de notre objectif 0 émission seront les énergies renouvelables. Et nous avons des défis similaires et des chances similaires à celles de nos collègues français et allemands. Nous avons des défis en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Nous souhaitons développer l'éolien offshore. Notre objectif en Pologne
est d'avoir près de 6 gigawatts à l'horizon 2030 dans l'éolien offshore. Et nous développons également les coopérations internationales dans la zone de la mer Baltique. Nous avons une déclaration commune des différents pays de la région pour faire avancer ensemble en direction d'une meilleure intégration de nos politiques nationales pour développer l'éolien offshore dans la mer Baltique. Il y a également un rôle considérable à jouer par l'hydrogène, par le biogaz également. Nous estimons que ces technologies sont une possibilité de décarboner l'infrastructure gazière existante et c'est également essentiel que l'hydrogène joue un rôle pour transformer d'autres secteurs de l'économie au-delà du domaine énergétique, mais également dans le domaine de l'industrie, des transports. C'est un outil également de mieux intégrer ces différents secteurs et de garantir une intégration sectorielle et une meilleure stabilité ainsi des réseaux et d'augmenter la capacité énergétique dont nous disposons. Pour résumer, je pense que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont très similaires aux difficultés, aux défis de nos collègues. Et si nous parvenons ensemble en Europe à mettre en place un système de transition vers une économie à zéro émission, eh bien nous pourrions un modèle pas uniquement pour les autres membres de l'Union européenne, mais également pour d'autres pays dans le monde. Cela permettrait de montrer comment nous pouvons parvenir à une transition réussie vers un climat neutre ou des émissions closes. Merci beaucoup, monsieur, pour ces premières impressions concernant le marché polonais. Et j'ai une question très concrète à vous passer. Vous avez mentionné que l'Allemagne, ou que vous alliez voir ce que fait l'Allemagne en Pologne pour la sortie du charbon, parce que chez vous, l'emploi est beaucoup plus important, bien entendu. Peut-être que vous pourriez avoir une réponse un petit peu plus courte, ce qui nous permettrait de discuter les uns avec les autres. Mais est-ce que vous pourriez nous dire brièvement ce que la Pologne pourrait apprendre de la sortie du charbon allemande? Car c'est très coûteux. Nous indemnisons les entreprises, il y a énormément d'aides structurelles qui sont versées dans les régions. Donc, qu'est-ce qui est important ici pour la Pologne? Eh bien, je pense que l'expérience allemande, l'expérience des autres pays en général, dans la façon de gérer cette transition pour garantir une transition juste pour ces régions, de garantir que ces régions, soit parce que nous avons des situations très similaires en Pologne et en Allemagne dans ces différents bassins miniers, ce sont des régions qui sont très dépendantes de cette activité actuellement. Donc, comment garantir que nous développons de nouvelles chances, de nouveaux secteurs, de nouvelles opportunités, de nouvelles infrastructures qui permettent de créer des emplois de qualité dans ces régions? Je pense que si nous parvenons à réaliser une telle transition juste, ce serait une contribution importante à la transition également des autres nations charbonnières industrialisées dans le monde. Et j'ai une autre question à Paris, à la France, à l'attention de Madame Mollon. Vous avez également expliqué comment est-ce qu'en France, vous souhaitez être plus efficace. Vous souhaitez consommer moins d'énergie et vous souhaitez également développer de la coopération européenne dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Et dans le bouquet énergétique de la France, il y a encore l'énergie nucléaire qui va devenir plus coûteuse. Comment souhaitez-vous parvenir à continuer avec l'énergie nucléaire sans que ça ne devienne trop cher? Merci pour cette question. Alors, il y a peut-être, par rapport à la question du coût du nucléaire, il y a peut-être deux questions un petit peu différentes. Aujourd'hui, nous avons un parc de production nucléaire qui est très étendu, qui nous permet de bénéficier de 70% de notre production d'électricité décarbonée. Ce sont des installations qui sont amorties, dans lesquelles des investissements importants sont prévus
pour la jouvence de ces installations, pour permettre leur prolongation pendant encore quelques années, pour nous les prolonger dans leur durée de vie. Et ces investissements, en réalité, sont massifs, puisque c'est un investissement d'une quarantaine de milliards d'euros, mais pour 70% de notre électricité. Et en réalité, ces coûts-là restent très compétitifs par rapport au prix de l'énergie aujourd'hui. La question qui se pose à nous, c'est la question de demain, de notre mix énergétique de demain. Comme je le disais tout à l'heure, notre programmation pluriannuelle de l'énergie, aujourd'hui, elle fixe un horizon à 2028 pour le développement des énergies renouvelables et à 2035 pour l'évolution de notre parc nucléaire actuel. Elle prévoit la fermeture de 14 réacteurs qui arriveront à peu près à leur 50e année de vie à cet horizon-là, d'ici à 2035. Au-delà de 2035, il nous faut prévoir le renouvellement de nos installations. Et pour ça, nous avons lancé des études très complètes dont nous devrions avoir les premiers résultats dans un an à peu près, qui intègrent de nombreux scénarios de mix possibles, certains qui misent sur un développement très fort des énergies renouvelables avec différents scénarios de poids respectifs de l'éolien offshore, de l'éolien terrestre, du solaire, et les scénarios qui impliqueraient la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et bien sûr, dans ces scénarios, nous étudions leur impact en termes de coûts, mais l'ensemble de leurs impacts, y compris l'impact que cela peut avoir sur le développement des réseaux, puisqu'en fonction du mix et de la répartition de la production et des types d'énergie qu'on choisit, le développement qui est nécessaire pour les réseaux de transport et de distribution d'électricité n'est pas le même. Et nous avons donc cette étude très large qui intégrera l'ensemble des coûts que nous avons confiés à notre gestionnaire de réseau de transport et d'équilibrage d'électricité en France, qui s'appelle RTE. Une partie des études est en faite conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, et ça nous permettra d'avoir un panorama des enjeux techniques, sociaux, environnementaux et en termes de coûts pour prendre nos décisions sur le développement de notre mix après 2035. Et bien sûr, les coûts de construction de nouveaux réacteurs seront intégrés et nous faisons des audits sur les prévisions de coûts des nouveaux réacteurs nucléaires pour en tenir compte. Merci, Madame Mourlon. Avant de revenir à Madame von Ahlefeld, j'aurais encore une question à l'adresse de Monsieur Guy Bourget-Czetwertyński en Pologne, parce que vous avez dit, Monsieur, qu'en Pologne, mis à part les énergies renouvelables, vous voulez également investir dans le nucléaire. Vu les coûts de la construction de nouvelles centrales nucléaires, est-ce que c'est un grand défi pour la Pologne de vraiment entrer dans la construction de nouvelles centrales nucléaires? Oui, la transformation du système énergétique est un défi considérable, quelle que soit la technologie que vous choisissiez. Surtout si vous avez le même point de départ que celui de la Pologne. 70% de notre flotte a plus de 30 ans. Donc nous avons énormément d'investissements à réaliser. Nous avons également fait une analyse détaillée des différentes options disponibles et de la façon dont nous pourrions garantir en même temps une fourniture sûre et fiable d'une énergie zéro émission à notre économie, à notre société, et comment réduire les coûts d'investissement, mais pas uniquement les coûts d'investissement pour les investisseurs qui construisent les centrales, mais également les coûts d'investissement pour la société ou par l'État ou par d'autres acteurs, pour le développement des réseaux notamment, ou le développement d'infrastructures, de transfert. Donc il faut prendre en compte également les coûts environnementaux associés à ces différentes technologies. Et lorsque vous prenez tous ces différents éléments dans votre calcul, et c'est une analyse que nous avons réalisée avant notre ébauche pour notre politique à l'horizon 2040,
La meilleure option que nous avions pour fournir une charge de base stable au réseau à zéro émission, c'était l'énergie nucléaire. Le défi des coûts sont importants. Les coûts d'investissement sont généralement importants et c'est effectivement le défi de toute cette transformation énergétique. C'est quelque chose qui mobilise énormément de capitaux. C'est un défi considérable pour une économie telle que l'économie polonaise. Mais si nous souhaitons passer à un monde neutre pour le climat, il n'y a pas d'autre option. Notre objectif doit être zéro émission dans notre système. Madame von Annefeld, nous revenons à Berlin. Vous avez parlé vous-même des 65% d'énergie renouvelable qui est l'objectif allemand, notamment avec le développement de l'éolien, onshore, offshore, sur terre en mer, mais vous l'avez dit que ça ne suffit pas. Donc, où doit-on corriger les choses? Bien. Nous sommes notamment aux prises avec les procédures d'autorisation pour les parcs éoliens qui durent trop longtemps et nous tentons de les accélérer. Ce sont là des pourparlers qui ne sont pas faciles avec les associations de protection de la nature, car il est vrai que nous allons vers des zones sensibles, donc la protection de la nature est importante aussi à l'heure de choisir un site pour un parc éolien. C'est un chantier majeur qui nous occupe beaucoup et qui nous occupera également au niveau de l'Union européenne, puisqu'une partie de ce droit sur la protection de la nature se situe au niveau européen et donc il faudra tenter d'aller vers plus de souplesse. Autre grand sujet, le développement des énergies renouvelables chez nous qui doit être synchronisé avec le développement du réseau. Cela nous pose un grand défi également. Ce sont quatre grands tracés qu'il faut construire en Allemagne pour transporter le vent du nord vers le sud de l'Allemagne. Là aussi, les procédures prennent du temps. Nous sommes en démocratie. Les citoyens ont le droit de se faire entendre. Les élus doivent les écouter, analyser tout cela, et ça prend beaucoup de temps. Nous sommes très ambitieux, mais il est difficile d'accélérer les procédures. Merci. Associer les citoyens à la démarche. C'est un sujet que je voudrais évoquer avec toutes et tous. Comment créer une plus grande acceptation pour la transition énergétique? Mais restons-en aux énergies renouvelables. Les trois panélistes ont dit qu'il faut développer les énergies renouvelables et ceci conjointement. Je pense là à la stratégie éolien en mer du Nord par exemple. Devrait-on faire plus en la matière, commençant par la Pologne, Monsieur Czerwiecinski, puisque c'est votre initiative, si mes informations sont bonnes. Oui, effectivement, il y a un potentiel considérable pour l'éolien offshore. Et l'une des raisons pour laquelle nous estimons qu'il y a un potentiel considérable dans l'éolien offshore, c'est le défi principal de l'acceptation de la part de la population. Nous l'avons vu en Pologne et il y a d'autres cas également dans d'autres pays, à savoir que l'éolien terrestre commençait à devenir problématique et dans de nombreuses communautés, il était vraiment très très difficile de réaliser ces différents investissements. Et nous pensons que de cette perspective-là, les investissements dans l'éolien offshore seront plus acceptables. Et bon, cela nous permettra bien entendu également de produire davantage d'énergie de manière plus efficace et donc d'avoir des investissements plus rentables. Construire une capacité éolienne offshore nécessite
un effort considérable, pas uniquement financier. Nous travaillons à mettre en place le cadre adéquat pour soutenir les investissements qui sont prêts à prendre ce risque en créant un système, un régime de soutien en fait pour ces investisseurs. Mais il s'agit également d'un défi logistique. Pour la Pologne, aujourd'hui, nous n'avons actuellement aucune capacité éolienne offshore et nous souhaitons avoir 6 gigawatts à l'horizon 2030. C'est la raison pour laquelle il va falloir que nous développons toute une infrastructure pour permettre ces investissements. Donc, dans la mer Baltique. Il faut également développer les réseaux pour pouvoir connecter ces parcs éoliens offshore au réseau. Il s'agit donc effectivement d'un défi considérable qui nécessite également la coopération avec d'autres. La majorité des projets d'investissement qui existent à l'heure actuelle pour les parcs éoliens offshore regroupent différentes entreprises européennes. Il y a effectivement pour les investisseurs des projets très attrayants. Donc c'est la raison pour laquelle cette coopération est également très importante. Et je fais passer cette question à Madame van Allefeld. Si l'on prend la mer du Nord, par exemple, il est important pour vous de collaborer ici avec la Pologne? Oui, cela nous tient à cœur. La Pologne est notre voisin direct. La coopération permet d'aboutir à des effets synergétiques et notamment en offshore, nous avons peut-être une petite avance d'expérience. Nous avons nous-mêmes des objectifs ambitieux à l'horizon 2030. Nous souhaitons atteindre les 20 gigawatts et en 2040, 40 gigawatts. Cela, évidemment, concerne aussi la mer Baltique. La coopération nous est donc chère et c'est un dossier qui nous intéresse également au niveau de l'Union européenne. Nous voyons que pour les projets bilatéraux ou multilatéraux, c'est en ce moment laborieux de se mettre d'accord sur des stipulés par rapport aux connexions et au soutien financier à ces projets. Nous attendons de l'Union européenne de nous faciliter la tâche afin que chacun qui coopère avec son voisin ne doive pas réinventer la roue. Mais coopération, oui, avec grand plaisir, avec tous nos voisins et volontiers au niveau européen. Alors, Madame Mourlan, vous n'êtes pas riverain de la mer Baltique, la France, mais vous l'avez souligné, il est important de s'accorder au plan européen. Quels sont donc les potentiels que vous voyez pour la France, pour Paris? Quel est le plus important levier pour les énergies renouvelables? Si je prends l'exemple de l'éolien offshore qui a été évoqué par les deux autres intervenants, effectivement, nous ne sommes pas riverains de la mer Baltique. Nous avons en revanche une coopération, nous participons à la coopération qui a été mise en place pour l'éolien offshore en mer du Nord, parce que là, nous sommes concernés, nous y participons activement. Et c'est pour nous important parce que nous avons de nombreux défis à relever pour le développement de l'éolien offshore. Nous aussi avons des objectifs ambitieux. Dans notre programmation, nous voulons atteindre plus de 6 gigawatts en 2028 et au-delà de cet horizon, cela dépendra des études que j'ai évoquées tout à l'heure, mais on sait que dans tous les scénarios, l'éolien offshore, parce que c'est une technologie, ça a été rappelé déjà par Adam Guibourgé-Czetwertyński et par Stéphanie von Allefeld, qui présente beaucoup d'intérêt économique et technique. Donc on sait que c'est une technologie qui aura toute sa place. Nous avons donc des objectifs ambitieux et des défis à relever.
Des défis que nous partageons sur la connaissance des enjeux environnementaux qui, alors c'est très sensible à terre, Stéphanie von Allefeld l'a évoqué, mais c'est sensible en mer également, et nous réalisons, en tout cas pour ce qui concerne les côtes françaises, que la connaissance des enjeux environnementaux est moindre en mer que ce que nous avons à terre. Et là, le partage d'informations, le partage de retours d'expérience entre les différents pays européens, et pour ceux qui sont le plus en avance, qui ont déjà des résultats sur l'impact des l'éolien offshore, c'est très important pour nous de les partager. C'est important de partager également les enjeux pour la pêche, puisque ce sont le développement de l'éolien offshore, c'est un sujet qui inquiète les pêcheurs, en particulier la communauté des pêcheurs en France, et nous devons leur apporter des réponses. Et c'est des réponses que nous pouvons apporter ensemble avec la connaissance des autres pays européens. Nous valorisons donc beaucoup la coopération avec les autres, également pour le développement et le choix des technologies. Et nous souhaitons pour cela mettre en place, alors ça concernera moins la Pologne et l'Allemagne, mais nous souhaitons mettre en place également une coopération en Méditerranée, puisque le développement de l'éolien offshore en Méditerranée sera également un défi. Et les acquis de la coopération dans la zone mer du Nord nous seront certainement précieux pour cela. Offshore Wind für alle drei unserer Partner. Donc de l'éolien en mer, décisif pour nos 3 partenaires, nous l'avons entendu, avec bien sûr un développement du réseau indispensable donc, dans ce contexte. J'aimerais revenir maintenant à une technologie que tous les 3 vous avez mentionnée dans vos interventions liminaires, à savoir l'hydrogène. L'hydrogène est très en mode, une technique innovatrice que peut-être aussi créer de nouveaux emplois, et si c'est de l'hydrogène vert, décarboné, est aussi lié donc à l'énergie verte. Donc question à vous tous, comment est-ce que vous pouvez coopérer pour qu'il n'y ait pas d'études séparées dans les différents pays, parce que nous aurons besoin de beaucoup d'énergie pour rendre cet hydrogène vraiment vert. Commençons avec Madame von Allefeld, s'il vous plaît. En effet, c'est une nouvelle technologie et la coopération s'impose pour permettre le progrès technologique et pour réfléchir ensemble à des sites qui seraient bien choisis pour l'électrolyse. Nous sommes en pourparlers avec la France, mais il faut finalement mener cette réflexion au plan européen. Donc, ces projets franco-allemands constituent en même temps une invitation à tous les autres partenaires. C'est une énorme opportunité pour les énergies renouvelables et leur intégration dans le système électrique de l'avenir. L'hydrogène est stockable, peut servir dans les centrales, et l'hydrogène se transporte bien à condition d'adapter l'infrastructure gazière à l'hydrogène. Donc, c'est une technologie clé, porteuse d'avenir pour nous tous, que nous souhaitons développer ensemble. Oui, mais beaucoup reste à développer. C'est donc le principe de l'espoir. Madame Mourlan, quid de votre avis sur l'hydrogène? Oui, c'est le principe de l'espoir, mais c'est beaucoup plus important que ça en réalité. L'hydrogène, c'est avant tout un vecteur énergétique, puisque c'est une manière, effectivement, c'est une forme d'énergie qui peut être produite, stockée, transportée, réutilisée, et qui nous donne des opportunités de flexibilité dans notre système énergétique et des opportunités de décarbonation de certains secteurs qu'il est difficile de décarboner autrement. En France, nous considérons que la priorité de l'utilisation de l'hydrogène, ce sera avant tout la mobilité lourde, en tout cas à moyen terme, avant tout la mobilité lourde et la décarbonation de l'industrie. Bien sûr, pour réussir cette décarbonation, cela suppose de produire de l'hydrogène décarboné, donc à partir d'électricité non carbonée. Et nous pensons que nous avons plusieurs défis à relever et à relever ensemble au niveau européen et en particulier avec nos voisins. Parce que pour que ces technologies émergent rapidement et à un coût compétitif, il va falloir que nous investissions ensemble, et c'est ce que nous faisons, sur le développement des briques technologiques.
Pour cela, la France a inclus dans son plan de relance 7 milliards d'investissements pour le développement de l'hydrogène et des briques technologiques, avec 2 milliards directement dans le plan de relance sur les 2 prochaines années et 5 milliards ensuite. Et nous voulons par exemple, nous sommes en contact avec nos voisins allemands pour développer un projet important d'intérêt européen commun pour soutenir la recherche, le développement et l'industrialisation sur le territoire européen des briques technologiques, les électrolyseurs, les piles à combustible, les réservoirs et les matériaux pour créer cette filière sur le territoire européen et en faire une filière très compétitive. Donc voilà, c'est pour nous une priorité et c'est une priorité de coopération parce que les investissements dans la recherche et le développement vont être massifs. Il faut que nous les fassions ensemble pour le réussir au niveau européen. Et si l'on regarde donc la Pologne, Monsieur Guy Bourget-Czetwertyński, est-ce que la Pologne est déjà aussi en train de développer dans le domaine hydrogène ou est-ce que vous misez surtout sur la question de la sortie du charbon ou pas? L'hydrogène est un élément très important dans notre stratégie globale pour parvenir à une neutralité climatique. Comme l'ont dit les deux intervenantes, nous souhaitons intégrer davantage les énergies renouvelables dans notre système et c'est un des avantages de l'hydrogène. La Pologne est aujourd'hui un producteur d'hydrogène d'importance mondiale. Je pense que nous sommes les 3e en Europe. Mais les défis est double avec l'hydrogène. D'une part, nous devons développer de nouvelles technologies qui nous permettront de produire de l'hydrogène décarboné ou en tout cas de limiter les émissions associées à la production d'hydrogène. Et pour ce, il y a différentes technologies existantes sur lesquelles les personnes travaillent en utilisant les énergies renouvelables comme pour l'électrolyse, mais il y a également d'autres technologies qui permettraient également une production décarbonée de l'hydrogène. Nous avons besoin d'énormément d'innovation dans ce secteur, car les coûts sont encore relativement élevés. C'est la raison pour laquelle les coûts doivent être pris en compte et diminués, bien entendu. Simultanément, il faut développer les applications de l'utilisation de l'hydrogène. Il faut donc soutenir la demande dans différents secteurs afin d'adapter les technologies utilisées dans l'industrie, dans les transports également, comme il a été mentionné, pour augmenter l'utilisation de l'hydrogène. Cela peut être fait dès aujourd'hui en utilisant l'hydrogène que nous produisons, quelle que soit son origine d'ailleurs. En même temps, comme nous souhaitons pousser l'utilisation de l'hydrogène dans de nombreux secteurs, il faut que nous investissions dans ces nouvelles technologies, dans ces innovations qui nous permettront à long terme d'être en mesure de produire des quantités significatives d'hydrogène décarboné. 640 auditeurs participants en ligne au cours de notre manifestation. Nous en sommes ravis. Sophie Morlon de la Direction générale de l'énergie et du climat, ministère de la transition écologique. Nous avons Stéphanie von Eirefeld également et Monsieur Adam Kibjorek-Rosicki, secrétaire général ministère polonais du climat. Donc, on a parlé déjà de différentes technologies et j'aimerais vous rappeler ce que détruit éventuellement cette pandémie actuelle ou de voir dans quelle mesure est-ce que cette pandémie pourrait être un élan, car des sommes considérables, sans précédent, sont investies dans cette relance qui doit être verte. Donc ce pacte vert européen et les programmes de relance dans les différents pays. Donc, quelle est la chance
qui se présente au cours de cette année inhabituelle, pour le dire prudemment, cette année 2020, pour que cette année 2020 devienne vraiment l'année d'un élan pour une validation. Madame von Allefeld, qu'en dites-vous? Vous avez tout à fait raison. Les programmes de relance doivent être saisis pour investir dans les technologies porteuses d'avenir qui constituent aussi la clé de voûte du pacte vert. Au plan national, nous en discutons intensément. Nous avons différencié la numérisation, l'intelligence artificielle, les technologies d'hydrogène et tout ce qui peut nous permettre d'aboutir à une industrie compétitive et durable. Ce sont là nos priorités. Pour le secteur de l'énergie, il est toujours utile d'investir dans la modernisation des bâtiments. D'ailleurs, la Commission européenne va dans le même sens et est en train de travailler sur une mesure visant le secteur du bâtiment. Nous aussi, en Allemagne, nous avons développé les fonds disponibles pour la modernisation. Les transports en commun également constituent une piste, tout comme la mise en place de la filière hydrogène. Qui plus est, je citerai la mobilité électrique et une prime à l'innovation pour les véhicules respectueux de l'environnement. Donc, l'opportunité est là. Les fonds investis pour la relance visent clairement ces technologies porteuses d'avenir pour le pacte vert. C'est une situation gagnant-gagnant. Nous créons l'emploi et nous rapprochons d'une Europe décarbonée. C'est notre priorité. Oui, mais pour rebondir, est-ce que vous voyez des vents contraires sur le plan politique en Allemagne? Il y a ceux qui disent on ne peut pas s'offrir ce luxe pendant la crise, plutôt que de dire que c'est justement là l'opportunité. Donc de saisir les énergies renouvelables pour développer des potentiels d'innovation. Est-ce qu'il y a des vents contraires, des résistances? Pas dans le domaine de l'énergie. En effet, pour la politique de l'énergie, nous avons déjà opté pour ces secteurs porteurs d'avenir. Donc, en Allemagne, tout le monde a compris qu'il ne faut pas investir dans une centrale à charbon ou sa modernisation. Et tous les professionnels de l'énergie savent que lorsqu'ils investissent dans l'énergie renouvelable ou dans l'hydrogène, il sera porté par l'Allemagne et l'Union européenne. Nous le verrons, les prix des certificats au sein de l'ETS européen vont augmenter. Alors, si on veut se préparer à l'avenir, il faut le faire dès aujourd'hui et y penser lorsqu'on investit. Pour le secteur de l'énergie, il n'y a donc pas de résistance. Mais il y a d'autres secteurs tels que le tourisme, la gastronomie, où beaucoup pensent qu'on va les aider à surmonter la crise. Et ce ne sont pas là des investissements dans la transition énergétique, mais ce sont donc des fonds qui permettent aux uns et aux autres de survivre. Et je ne les remets pas en question. Madame Mourlan, pour Paris, cette question se pose aussi. Quid de la dimension sociale de cette transition énergétique? Peut-être que c'est encore plus urgent chez vous et des gens étaient dans la rue. Je pense aux Gilets jaunes et à votre président, M. Macron, qui a créé la Convention citoyenne pour justement développer des idées, les faire jaillir. Alors, associer les citoyens à la démarche, est-ce urgent en France ? Bien sûr, je pense que c'est urgent partout dans le monde en réalité et qu'on ne peut pas faire une transition d'une telle ampleur comme ça a été souligné également par Adam et par Stéphanie. On ne peut pas faire une transition d'une telle ampleur sans se préoccuper et sans soutenir les enjeux sociaux et les enjeux économiques qui vont avec.
Donc la question d'une transition juste pour les citoyens et d'une transition économiquement soutenable pour les activités se pose, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons très activement. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Par exemple, nous avons un dispositif qui s'appelle le chèque énergie en France qui permet de verser aux ménages les plus modestes un soutien pour payer leurs factures d'énergie et accompagner la transition énergétique. Nous avons également des contrats de développement territorial qui sont signés avec les territoires qui sont les plus impactés par les politiques de transition énergétique. Je pense par exemple aux territoires dans lesquels nous allons fermer les centrales à charbon, qui ont des projets de territoire pour favoriser le développement de nouvelles activités. Au-delà, comme vous l'avez dit, il y a eu des mouvements sociaux importants qui ont accéléré la réflexion avec les citoyens sur ces sujets et une nouvelle forme qui a été choisie par notre président avec la Convention citoyenne, qui a réuni 150 citoyens tirés au sort pendant l'année 2019 et le début de l'année 2020 pour faire des propositions. Ces propositions ont été rendues au mois de juillet et elles font l'objet d'un travail intense entre l'administration, les élus et les citoyens qui ont participé à la Convention et également les ONG pour les traduire en mesures concrètes. Nous aurons une loi qui sera discutée en début d'année prochaine pour mettre en place les mesures qui ont été proposées par la Convention citoyenne et qui nécessitent une traduction législative et beaucoup d'autres dispositions qui sont déjà en cours de mise en place pour accompagner la transition. Dans le plan de relance, nous avons également, d'une manière similaire à ce qui a été fait en Allemagne, beaucoup de lignes qui visent à amplifier, à accélérer et à faciliter la transition, avec par exemple des fonds importants pour soutenir la décarbonation de l'industrie par la transformation des process. Les résistances que vous avez évoquées peuvent être grandement levées par ce type d'accompagnement. Nous avons des dispositifs d'incitation pour la modernisation des véhicules, par exemple également. Et donc nous avons toute une palette de solutions pour accompagner cette transition. Et nous savons que c'est un sujet qui restera important tout au long, en réalité, de la transition. Nous n'en sommes qu'au début. Aber manchmal ist zumindest auch mein Eindruck. Mais parfois, c'est mon impression du moins, il faudra peut-être être aussi courageux. Et si par exemple il faut renouveler une certaine industrie, avoir le courage de ne pas le faire avec les personnes qui l'avaient fait auparavant. Donc une question encore à vous. Madame Mourlon, vous aviez dans cette convention citoyenne aussi des propositions parfois radicales. Est-ce qu'il faudrait être plus courageux pour vraiment réussir cette transition énergétique ? Je pense que le savoir où on va et la définition d'une stratégie et la mettre en œuvre est de toute façon très important pour la transition. C'est d'ailleurs ce que nous faisons quand on décide de sortir définitivement du charbon à un horizon rapproché comme 2022, même si bien sûr nous ne sommes pas dans la même situation que la Pologne. Ce sont des décisions qui ont été prises, qui sont mises en œuvre et qui se traduisent dans les faits avec les dispositifs d'accompagnement qui vont avec. De la même manière, la perspective d'interdire les véhicules à propulsion thermique à l'horizon 2040. Ce sont des décisions qui ont été prises et que nous accompagnons pour les mettre en œuvre. Sur les modèles d'industrie, là aussi, les décisions sont prises d'aller vers zéro émission en 2050 et ce qu'il faut faire devra être fait et mis en place. Par exemple, sur le secteur aérien, peut-être que vous pouvez penser entre autres choses au secteur aérien. Nous avons lancé déjà l'année dernière des travaux de développement pour accompagner l'industrie aérienne vers un modèle décarboné par le travail sur de nouveaux carburants, de nouveaux modes de propulsion et par une transformation profonde de cette industrie. Nous le faisons avec l'ensemble des industries. La volonté est clairement là. Je pense qu'elle l'est au niveau européen. D'ailleurs, ça se traduit dans les décisions politiques au niveau européen, dans les décisions politiques dans chacun des pays. Et le processus de mise en œuvre est réellement en place. Herzlichen Dank und, merci beaucoup. Une question
peut-être un peu plus dans les détails, à l'adresse de M. Guy-Bourget-Czetwertyński. Il y a beaucoup d'argent dans le paquet du pacte vert de l'Union européenne, beaucoup d'argent pour soutenir les États membres dans cette transition. Et vous avez dit qu'en Pologne, comme d'autres pays aussi, il y a plus de conscience pour les problèmes environnementaux. Où est-ce que vous voyez votre contribution jusqu'à la neutralité en 2050 pour le montrer aussi à la Commission, votre volonté? Je pense que l'objectif de neutralité climatique pour l'Europe à l'horizon 2050 est soutenu par la Pologne. Et cela a été mentionné d'ailleurs au mois de décembre de l'année dernière. Mais les étapes seront différentes dans les différents États membres. Il faudra également davantage d'actions au niveau européen. Car Sophie l'a mentionné, l'interdiction des moteurs à combustion, des véhicules à moteur à combustion, c'est un thème auquel travaillent les différents pays. Et ça, c'est une décision à prendre également au niveau européen du fait du marché unique. Il faut donc que nous ayons une coordination de nos différentes actions, de nos différentes politiques pour garantir que nous puissions parvenir à cet objectif. Nous parlons ici de nous concentrer sur l'énergie. L'énergie est bien entendu une source importante d'émissions et c'est un défi considérable, notamment en Pologne. La neutralité climatique est un défi qui touche l'ensemble de notre économie et il faudra des changements, pas uniquement dans le secteur de l'énergie, mais également dans l'agriculture, le transport. Et pour que ces changements se fassent, il faudra davantage d'actions au niveau européen. Il faudra mettre en place des normes, bien entendu, mais également mettre en place des politiques et des mesures qui garantissent que ces autres secteurs aillent vers la neutralité climatique. Concernant les incitations dont vous avez parlé, un défi particulier qui se pose à nous, pour prendre l'exemple des voitures. Les véhicules électriques ont sensiblement le même prix. Mais le travailleur polonais gagne 2 à 3 fois moins que les travailleurs allemands ou français. Donc, pour s'acheter un nouveau véhicule propre, eh bien, écoutez, pour un foyer polonais, c'est une charge beaucoup plus importante. C'est la raison pour laquelle, sans un soutien adéquat, tant pour ces familles que pour les autres, ce sera difficile de parvenir à une telle transition. Il est important d'avoir ce soutien, cette aide, notamment en cette période de crise du coronavirus, car il faut garantir que les politiques que nous sommes en train de concevoir ne génèrent pas des charges supplémentaires, notamment pour nos citoyens les plus modestes. Merci beaucoup à nos 3 participants à ce panel. Et j'aimerais vous donner la possibilité, à vous qui nous suivez en direct, j'aimerais vous inciter à poser des questions aux membres du panel et je vais les placer. Donc, vous avez la possibilité de rédiger vos questions dans le chat. Dites-nous ce que vous souhaitez savoir de M. Guy-Bourget, de Mme Ahlefeldt ou de Mme Molon. N'hésitez pas à le faire. Nous avons encore à peu près 10 minutes à disposition avant la pause déjeuner. Vous avez donc la possibilité de nous poser vos questions. Et je commence par une première question qui nous a déjà été envoyée. Vous voyez qu'il y a différentes approches, comme nous l'avons vu au cours de cette heure que nous avons passée ensemble. Donc, les bouquets énergétiques, les défis diffèrent, bien entendu. Donc, c'est une question qui s'adresse à vous 3. Où est-ce que vous voyez qu'il y a éventuellement des complémentarité pour parvenir à ces objectifs? Et peut-être que nous pourrions commencer par Mme Mourlon qui pourrait répondre.
Je comprends que la question porte sur les complémentarités entre pays, puisque nous sommes ici des intervenants de plusieurs pays. On l'a vu dans nos interventions, nous poursuivons les mêmes objectifs. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'opportunités d'en discuter au niveau européen. Et je crois que la coordination et la collaboration au niveau européen est justement ce qui nous permet d'organiser les synergies, la coopération et éventuellement les complémentarités. Les complémentarités, ce sont d'abord des complémentarités d'expérience parce que l'histoire dans le domaine de l'énergie des différents pays est différente et j'élargirai mon propos au-delà de nos 3 pays. Nous avons vu sur différentes technologies, on a parlé assez longuement de l'éolien offshore, que certains pays ont déjà des expériences qu'ils peuvent mettre à disposition des autres. Et je pense que les complémentarités de cette nature sont très importantes. De la même manière, les complémentarités en termes de filières industrielles sont importantes. Mais je préférais parler de synergie plus que de complémentarité, car en réalité, même si nous avons des situations différentes, nous sommes dans un espace européen qui a finalement beaucoup de choses en commun. Et c'est surtout une stratégie et une trajectoire commune que nous construisons tous ensemble. Wenn wir da auch noch mal ein bisschen spezifischer werden, wenn ich Frau von Ahlefeldt... Si l'on le regarde d'une façon un peu spécifique, cette question à l'adresse de Madame von Ahlefeldt, donc d'une façon un peu nuancée, concernant les règles de subvention de l'Union européenne. Très souvent, il faut d'abord avoir l'aval de l'Union européenne si certaines choses sont possibles, oui ou non. Donc il y a une question ici, est-ce que les règles de subvention de l'Union européenne doivent être adaptées pour pouvoir créer une protection climatique plus simple et plus compréhensible? Oui, j'aurai l'occasion d'y répondre, mais je voudrais tout d'abord citer quelque chose en ce qui concerne ces complémentarités. Si dans tous les pays de l'Union européenne on tend de plus en plus vers les énergies renouvelables pour l'électricité, il y a des complémentarités, puisque le vent ne souffle pas forcément pareil partout en Europe, où le soleil ne brille pas pareil. Et la demande d'électricité, pourtant, peut être la même partout en même temps. Donc, si nous pouvons regrouper nos potentiels et compenser, cela coûtera moins cher que si chacun optimise tout seul son système. Pour les énergies renouvelables, dans le secteur de l'électricité, nous voyons un potentiel très fort de complémentarité. Sur les aides, ce sera un débat vaste, notamment avec la direction générale de la concurrence qui devra créer un cadre qui va permettre des investissements long terme pour la protection du climat. Nous savons que tous les pays en dehors de l'Europe n'ont pas forcément les mêmes ambitions que nous pour ce qui est de la lutte contre le dérèglement climatique. Je citerai ceci. Jusqu'à présent, le cadre des aides part du principe que les subventions, par exemple, pour des technologies respectueuses de l'environnement, sont dégressives, donc doivent baisser au fil de l'eau. Si nous allons plus loin dans notre ambition que les autres pays hors Union européenne, on ne pourra peut-être pas tenir le rythme sur cette dégressivité. Le niveau peut même s'accroître. Et là, nous aurons besoin d'en débattre intensément au plan européen. Merci beaucoup. Et donc, à l'adresse de M. Czetwertyński, quels sont les potentiels que vous voyez pour une plus forte complémentarité? Comme je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, il y a de très nombreux secteurs dans lesquels il faudra que nous agissions davantage au niveau européen pour garantir que nous puissions parvenir à réaliser nos objectifs. Sinon, nous ne serons pas en mesure de véritablement transformer nos économies. Si nous ne nous mettons pas d'accord sur des normes communes, sur des mesures communes qui doivent être prises au niveau européen pour transformer ces secteurs et atteindre cette neutralité climatique. Je suis également convaincue qu'en regroupant nos ressources et en avançant ensemble
vers cette neutralité climatique nous facilitera à nous tous la tâche. Nous pourrons atteindre nos objectifs, ça nous permettra de mobiliser les investissements nécessaires pour y parvenir. Et si nous coordonnons nos efforts en ce sens, je suis convaincue que nous pourrions être beaucoup plus efficaces pour parvenir à l'objectif que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup. Cela correspond à une question qu'on vient de poser. Je ne sais pas qui posait cette question d'ailleurs, car le public demande à savoir que les technologies sont assez coûteuses et nous souhaitons travailler également à faire en sorte que les centrales les plus coûteuses soient sorties du réseau. Donc la question posée par notre public est de savoir est-ce que nous ne devrions pas tout simplement laisser travailler le marché vu que... À Madame Hallerfeld, tout d'abord cette question. Oui, bien sûr. Là où le marché aboutit à des résultats, il est un outil porteur. Est-ce que votre partenaire, le SPD, en fera partie? Oui. Je l'ai dit. Nous avons mis en place un ETS allemand, là où l'ETS européen ne s'applique pas. Et nous avons l'impression que cela fait avancer l'innovation, que beaucoup d'acteurs réfléchissent à une accélération de la protection du climat. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le secteur de l'énergie, nous avons certes des objectifs très ambitieux qui ne sauraient être atteints par le seul ETS. Voilà pourquoi, en Allemagne, nous nous offrons ce programme assez vaste de développement des énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité qui coûte beaucoup d'argent. Nous espérons que si l'ETS fera que les prix augmentent, que ces besoins d'aide pour les énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité baissera et qu'arrivera le moment où ils seront compétitifs sur le marché. Nous tendons vers un système concurrentiel. Nous avons mis en place les appels d'offres pour les énergies renouvelables et nous avons déjà vu d'ailleurs une baisse des coûts. Si mes informations sont bonnes, le prix des énergies renouvelables est plutôt faible, encore plus en temps de crise sanitaire. Une question à l'adresse, la même question à l'adresse de Madame Mourlan. Est-ce qu'on doit laisser toute sa place au marché pour une transition énergétique ou est-ce que cela ce serait faire fausse route? Le marché a déjà une très large place. L'intégration des marchés de l'énergie au niveau européen aujourd'hui fonctionne bien et donne déjà une large place efficace pour l'équilibrage de la production à court terme et ce que citait Stéphanie tout à l'heure, la mise en œuvre des complémentarités entre les moyens de production à l'échelle de la plaque européenne. Donc il y a beaucoup de choses qui fonctionnent déjà très bien. Le marché de l'ETS permet de faire beaucoup de choses, mais on voit aussi, et je suis sûre que nos auditeurs en sont parfaitement conscients, que le seul fonctionnement du marché aujourd'hui ne suffit pas à aller dans le sens de la transition énergétique parce que tous les coûts, et en particulier les coûts climatiques des différentes technologies ne sont pas nécessairement intégrés aujourd'hui, que les bénéfices d'avoir un mix équilibré ne sont en partie obtenus par la voie du marché, mais pas entièrement. Et c'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui de politiques de transition. Mais comme vous l'avez dit, il y a certains secteurs des énergies renouvelables où les coûts baissent aujourd'hui. Ça n'est pas le cas sur tous les secteurs, mais c'est le cas sur certains secteurs des énergies renouvelables. Et donc, on peut penser qu'une partie de la transition va progressivement se faire avec moins de soutien public. Mais comme le disait Stéphanie tout à l'heure, d'une part, l'Europe n'est pas isolée et d'autre part, nous voulons aller très loin dans notre transition énergétique
qui me laisse penser qu'il faut encore pendant un certain temps avoir une présence des politiques publiques et des soutiens publics pour accélérer et diriger la transition énergétique sur les parties ou les secteurs sur lesquels le fonctionnement des différents marchés ne suffit pas. So, und wir sind schon fast Cela nous amène presque à la fin déjà de notre réunion de ce matin. Une dernière question encore à l'adresse de notre représentante allemande et du représentant polonais. Sophie Mourlon a parlé de la consultation citoyenne tout à l'heure, une institution qui a donné des conseils, qui a fait beaucoup de recommandations, 650 recommandations. Est-ce que vous, en Pologne ou en Allemagne, vous penserez aussi qu'il faudrait de nouvelles structures de gouvernance pour arriver à une meilleure acceptation de la transition énergétique, en commençant par M. Guibourgé-Czetwertyński? Merci. Je pense qu'il est très important, bien entendu, de faire participer nos citoyens à la politique que nous concevons. Tout d'abord, nous avons besoin d'être en mesure de faire face aux différentes attentes de la société. Il ne s'agit pas uniquement d'agir, mais il s'agit également de lutter, par exemple, contre la pauvreté énergétique. Il est important de garantir également la compétitivité de notre économie. Il s'agit également de garantir des emplois pour la société. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons en mesure de combiner ces différents éléments. Et les changements nécessaires dans l'agriculture, les transports, donc la mobilité, mais donc dans l'agriculture et dans de très nombreux secteurs, devront inclure des changements de comportement au sein de la société. Ce n'est que lorsque cela sera accepté par la population que la transition sera possible. Faire participer nos citoyens et nos citoyennes dans la conception de nos politiques est donc essentiel. Nous le voyons également en Pologne, à un autre niveau, dans le développement des énergies renouvelables. Le programme que nous avons mis en place pour aider ou inciter les propriétaires à moderniser leur domicile et de promouvoir les énergies renouvelables et leur utilisation dans les foyers individuels, eh bien, était un succès considérable. Et il est important de faire en sorte qu'il y ait une acceptance et une volonté au sein de la population pour le développement des énergies renouvelables. Notre responsabilité est d'utiliser cette énergie pour que le système fonctionne correctement. Et il faut que nous répondions aux besoins de la population et il faut que nous mettions en place des aides et des incitations adéquates pour que les investisseurs réalisent les projets dont nous avons besoin pour transformer notre système énergétique. Donc, mettre en place des incitations, comme l'a dit M. Guibourgé. Donc, une dernière question à Mme Allerfeld. Les nouvelles structures de gouvernance, comme la France a essayé de le faire ou l'a fait avec cette convention citoyenne, est-ce que nous avons également besoin d'une convention citoyenne sur le climat en Allemagne? Pour l'Allemagne, je pense que le débat est un petit peu différent. On a une approche plus ponctuelle. On n'a pas la convention citoyenne qui couvre tout, mais nous avons sur Internet, par exemple, un dialogue avec les citoyens. Nous avions une commission charbon très vaste, une action aussi pour la protection du climat qui associe les citoyens. Pour la loi sur les énergies renouvelables, on voit comment mieux
organiser la participation des citoyens sur l'éolien. Donc, on a plutôt des approches ponctuelles. Une vaste approche telle que celle choisie par la France devrait faire l'objet d'un débat ici en Allemagne, notamment avec les partis qui ont ce rôle de représentateur en fait des citoyens. Donc il faudrait demander aux chefs des groupes parlementaires. Merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants, à Madame Allefeld du ministère de l'économie, Madame Mourlan, directrice de l'énergie au sein du ministère de la Transition écologique, et Monsieur Adam Guibourgis-Czetwertyński, secrétaire d'État du ministère polonais du Climat. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Vous en aurez encore l'occasion durant cette journée. Vous avez vu que 3 pays font face à des défis différents. Nous rentrerons plutôt dans les aspects pratiques après notre pause déjeuner virtuelle. Nous reprenons à 14 heures précises. C'est Madame Barbara Kostolny qui animera le débat. Et plus tard cet après-midi, nous aurons un deuxième panel sur le financement de la transition énergétique où nous nous retrouverons. Mais tout d'abord, je vous souhaite un bon appétit. Prenez les forces et je vous donne rendez-vous à 14 heures. Merci.